Je vais en profiter pour remercier toutes les personnes organisatrices. Alors c'est vrai que je me sens un peu seule là sur la tribune, mais je vous assure que j'étais pas toute seule, loin de là. Donc vous avez entendu plusieurs fois le nom de Nicole Philibert qui a été notre porte-parole effectivement dans les institutions souvent, mais il y en a bien d'autres, hein. Thierry et Élise Broard qu'on n'a peut-être pas vu sur la scène mais qui ont été derrière, qui ont été dans les affiches, qui ont beaucoup travaillé, Sophie Père, Séverine Grezard, il y en a plein. Marc Chaper aussi qu'on n'a pas forcément vu, Florence Viau. Je pense que toutes ces personnes-là ont vraiment œuvré. Alors on a fait ce qu'on a pu, je pense que c'est quand même une belle réussite. Ce qui était rassurant là dans le discours, c'est que on se dit qu'il devait y avoir des 10, même au commencement de l'histoire, parce qu'ils n'ont rien compris. La côte à gauche, à droite, elle venait d'Adam, elle venait d'Ève. Peut-être que la retranscription, elle n'était pas terrible, mais pourtant le monde a évolué, hein, et a grandi. Donc. Et puis je me permets de remercier Christophe Palande, que j'ai complètement zappé ce matin, qui est derrière la caméra depuis ce matin avec toute sa famille, un peu partout. Voilà, donc merci. Et puis à Yves de l'école centrale qui a pris son samedi quand même, qui est là. Je pense qu'on peut tous les remercier. Voilà. Alors, le docteur Olivier Revol va finir cette journée en nous donnant un petit peu le compte-rendu de chacune des conférences et des tables rondes, et de ce matin et de cet après-midi. Vous n'êtes pas pressé, de toute façon. Sauf qu'on a juste des impératifs hein, c'est pas notre école, peut-être un jour. Ça fait une grande école des 10, mais là on est en plein délire et en plein rêve. Elle m'a juste demandé de faire une synthèse du truc. Je sais pas si elle s'est adressée à la bonne personne. Alors je crois qu'on a passé quand même une très bonne journée, c'était très riche, c'était très dense. On sera prêt à entendre aussi vos remarques pour réussir encore mieux l'année prochaine. L'essentiel c'est qu'on soit là et qu'on soit tous là. Donc j'ai appelé ma conclusion de façon un peu imagée, puisqu'on était dans la prévention de la petite enfance au monde professionnel. Comment faire, puisque c'est ça notre mission quotidienne, quelle que soit notre fonction, soit parents, professionnels, qui trouvent nos enfants, nos patients, nos élèves, des petits arrangements avec les apprentissages. Comment faire pour les faire rentrer dans le monde adulte, pour qu'ils deviennent autonomes. Alors on a une petite idée déjà que pour s'épanouir à l'école, qu'il fallait quand même des copains. Ça c'est nouveau aussi, hein, et on est obligé de le redire. Ça n'existait pas hein, quand on était adolescents, nous. Et maintenant, ceux qui sont les plus à l'aise dans la cour de la récré, c'est ceux qui sont populaires. Et si vous n'êtes pas populaire, et si vous n'êtes pas populaire parce que la maîtresse n'a pas remarqué que vous ne saviez pas lire comme les autres et qu'elle vous faisait lire devant tout le monde, eh bien entendu, vous ne l'êtes pas. Il faut des expériences réussies. Tu disais, Denis Poisat, c'était intéressant, une société bienveillante, hein, et des enseignants bienveillants, un regard bienveillant de l'enseignant. Et à partir du moment où l'enseignant sait pourquoi cet enfant bouge, pourquoi cet enfant ne lit pas, pourquoi cet enfant a des cahiers qui sont tachés, il est évident que son regard se change totalement et qu'on sort du malentendu. Des parents rassurés, parce que des parents rassurés, c'est rassurant. J'ai beaucoup d'entre vous que je connais ici. Par contre, des parents déprimés par la situation, c'est déprimant pour l'enfant. Et qu'il faut absolument aussi travailler avec les familles, c'est fondamental. Une pression mesurée, surtout avec vos pré-ados et vos ados, puisque vous savez que les pré-ados et les ados, ils répondent à un principe, c'est le principe d'Archimède, c'est-à-dire qu'ils résistent là où on insiste, par principe. Donc si vous insistez uniquement sur la chambre, c'est pas grave, ce sera le bordel. Si vous insistez sur le look, c'est pas grave, il va en rajouter dans le pantalon qui descend. Si vous insistez sur le travail scolaire, alors qu'il ne peut pas, c'est pas qu'il ne veut pas, on l'a vu ce matin, il ne peut pas, bien entendu, c'est catastrophique. Arrêtons d'insister lourdement. Je reprends ce que disait Sandrine de Belsis ce matin, c'est bien. Oui, on est là pour travailler ensemble. On ne peut pas faire ces petits arrangements avec les apprentissages seuls. Et effectivement, je crois que tu disais un truc comme ça, en groupe, on va plus loin, ça, t'as dit ? Seul, on avance. Seul, on avance. Mais à plusieurs, on avance plus loin. Voilà. Moi, je le remets à l'adapte. Hein, ouais. C'est pas... Moi, je vais plus loin aussi. Et je vais dire que seuls les parents peuvent élever un enfant, qui soit 10, qui soit à besoins spécifiques, qui soit différent. L'éducation d'un enfant, ça concerne que les parents. Et je dis aux parents en permanence, et vous savez que je m'occupe d'enfants 10, d'enfants à haut potentiel, d'enfants hyperactifs, d'enfants qui ont des besoins spécifiques. Vous avez un enfant à besoin spécifique, vous seul pouvez l'élever, mais actuellement, là où il en est, par rapport à l'école, par rapport à son développement affectif, par rapport à son développement cognitif, vous ne pouvez pas faire seul. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être ensemble. Mais au départ, la diade, c'est l'enfant et ses parents. L'importance du diagnostic, ça a été dit,
pas eu le temps de finir la phrase de Denis Poisa, tu vas m'aider, mais c'est fondamental de savoir ce qu'a notre enfant. Combien de parents disent il a retrouvé le sourire depuis qu'il sait pourquoi il lit pas, pourquoi il écrit pas, pourquoi il bouge, et qu'on arrête de lui dire, qu'on arrête de lui reprocher un handicap. Parce que me disait un petit gosse, je bouge tout le temps, ou j'écris mal, et je peux pas faire autrement, et on me punit à cause de ça, on me reproche un handicap. Qui aimerait qu'on lui reproche un handicap? Qui aimerait qu'on lui dise, tu peux pas marcher, t'es paralysé, lève-toi. Ah, tu te lèves pas, fais un effort. Non, il ne peut pas faire un effort à un moment donné. Mal nommer les choses, comment tu disais, Denis? Mal nommer les choses sont... C'est ajouter du malheur au monde. Voilà, c'est Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, c'est bien. J'ai bien aimé ce que disait aussi mon ami Vincent, et vu qu'on... c'est une chance qu'on a à Lyon, hein, quand même. On avance groupé, avec les familles de parents, mais entre nous, 2 services de pédopsychiatrie, comme celui de Pierre et le mien, nous avec les neuropédiatres, les pédopsychiatres avec les neuropédiatres, bref, il y a quand même peu de CHU en France où on avance comme ça de la même façon. Eh bien, Vincent disait un truc qui était pas mal, que je lui piquerais. Il disait, attention, un diagnostic, ça peut évoluer. On a des tas d'enfants dysphasiques qui étaient considérés comme des enfants déficients, et puis 4 ans après, on s'aperçoit qu'ils sont dysphasiques, et des enfants déficients, après on s'aperçoit qu'ils étaient dyspraxiques et qu'ils avaient un déficit d'attention, ou qu'ils avaient un multidys qui faisait que tous les éléments du QI étaient abaissés. Il a fallu attendre qu'il y ait un item qui puisse être pris en général dans le WISC 4, qui est beaucoup plus puissant, et qui puisse nous dire, ben non, il n'est pas déficient, il était multidys, ça change tout. Et il disait, un diagnostic, c'est pas un truc gravé dans la roche, c'est pas un tatouage, vous vous souvenez, il disait un autocollant, moi je reprends décalcomanie, hein. C'est-à-dire que le décalcomanie, on se le met et puis on peut l'enlever, tandis que le tatouage, eh bien, il est gravé, et c'est dommage de graver ça dans la tête d'un enfant et dans le corps d'un enfant. J'avais un autre truc que j'avais rajouté sur le tatouage. Ah oui, le tatouage. Quand je parle de tatouage chez les ados, actuellement dans la génération Y, dont parlait tout à l'heure Michel Petit, la génération Y, parce qu'ils ont l'iPod qui fait un Y, puis pour d'autres raisons, eh bien, dans la génération Y, le tatouage, il a une fonction qui est très simple, hein. Nous, on ne pouvait pas se tatouer à notre époque, hein, où on ne rentrait pas chez nous. Tandis que là, quand ils rentrent avec un tatouage, on ne va rien dire à nos enfants, et ils se marquent pour se démarquer. En fait, c'est leur seule façon de se démarquer, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir possible sur les transformations corporelles. Alors on a une génération d'enfants, de pré-ados et d'ados, qui a pris l'habitude de tout contrôler, de tout maîtriser, à cause d'Internet, à cause des consoles, etc. Bon. Donc la seule chose qu'ils peuvent maîtriser, c'est les fanères, c'est-à-dire les ongles, les cheveux et la peau. Donc bien entendu, ils se marquent pour se démarquer. Eh bien nos enfants disent, c'est pas ça qu'ils veulent. Justement, ils ne veulent pas du tout être marqués, et au contraire, à la grande différence, eux, ils souhaitent juste ne pas se faire remarquer. Leur handicap est invisible, sauf à l'école, et il va devenir totalement invisible quand ils auront les aménagements pédagogiques nécessaires, qui permettront que, sans se faire voir, pas lui rajouter du temps pendant les DS, mais lui supprimer un exercice, c'est très simple, et sans se faire voir, il va être à égalité avec les autres. Alors les tables rondes, rapidement, ce qui a été dit, dans la table du premier degré, un hiatus entre ce que les parents vivent vraiment et puis le discours institutionnel. Mais oui, mais laissez-nous le temps. C'est 2005, la loi sur le handicap, hein, et pour que nos paquebots bougent, il faut quand même un certain temps. Un problème avec la médecine scolaire, le RASED, la formation des maîtres, AVS, EBS, bien sûr, ils ont le mérite d'exister, mais il n'y en a pas assez. Bien sûr qu'on aimerait toujours avoir un peu plus. Et finalement, la conclusion de cette première table ronde, ça a été chaud, hein, visiblement, c'est parents en colère, parents en souffrance. Oui, on a le droit de l'être quand on a l'impression que, justement, comme l'évoquait Denis, il y a un sentiment d'injustice par rapport à des choses qui pourraient être faites et qui ne le sont pas encore. Mais sachez, et la journée le confirme, on est là pour ça. Dans la deuxième table ronde, on disait qu'il y avait le lien entre le premier et le deuxième degré est complexe, c'est vrai. Et il y a comme un hiatus là aussi. Et on aimerait bien avoir, en tout cas c'était ce qui était dit dans cette table ronde, prévoir précocement les échéances, on le fait ça. Dans les ESS, dans les équipes éducatives de CM2, eh bien déjà on prévoit les échéances. Déjà ensemble on dit on aimerait mieux qu'ils soient en Ulysse, TSL, ou qu'ils soient dans une école avec une 6e aménagée. On y pense, on devrait le faire encore plus. Et l'idéal, ce serait d'avoir cet enseignant ressource qui ferait le lien entre le premier et le deuxième degré. On y arrivera certainement à obtenir ça et à faire que les parents ont l'impression d'un continuum. Troisième table ronde, la prise en charge thérapeutique. Eh bien, oui, la prise en charge thérapeutique et les loisirs, on doit avoir une approche globale, on l'a compris. Le rôle des réseaux a été souligné. Et une fois encore, le réseau de Lyon est un modèle. On travaille les centres de référence de Lyon adossés à 10 sur 10. L'idée, c'est de retrouver, ça a été dit dans la table ronde, de retrouver le plaisir de l'apprentissage. Table ronde d'insertion professionnelle. Alors là, c'était plus lyrique. La société civile est invitée à se lever ensemble et à réagir.
c'est vrai qu'il y a des ingrédients qui existent. Hein, dans les entreprises, il y a des patrons qui sont motivés, il y a la reconnaissance travailleurs handicapés qu'on fait avoir à tous mes grands 10 à un moment donné parce qu'ils vont être pris préférentiellement dans les entreprises. Là encore, il y a la reconnaissance du handicap. Peut-être que tous ces ingrédients, ils sont là, mais vous pouvez mettre tous les ingrédients dans une marmite, s'il n'y a pas le feu dessous, c'est immangeable, c'est dégueulasse. Donc si vous voulez que ça marche, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui donne une flamme à l'ensemble, et l'importance des transitions. Donc Denis Poisat, je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, il l'a dit bien mieux que moi, et il a dit des choses extrêmement importantes que je reprendrai sûrement, ou je reparlerai avec lui, mais le vieux rêve des religions de fabriquer un homme normé, il faut qu'on en sorte de ça, ou alors reconnaître qu'on est tous différents, qu'on est tous porteurs d'un handicap, de quelque chose. Et le problème de la justice aussi, c'est assez fondamental, justice, équité. Alors là, je ne sais pas s'ils vont tous aimer ce que je vais dire là, mais l'égalité à l'école, dans l'école républicaine telle qu'elle a été faite, l'école laïque républicaine, l'égalité à l'école, c'est profondément injuste, par définition même. C'est-à-dire d'imaginer qu'à un moment donné, les enseignants, comme on a pu nous le dire, mais nous le dire aussi à nous médecins, on était tous équipés pareil, les enfants, pour apprendre les mêmes choses au même moment. Et moi, je l'ai vécu très fort dans ma dyspraxie quand j'étais enfant. Gaucher, dyspraxique, tremper la plume dans l'encrier à droite. Vous voyez le travail? Et quand vous revenez et qu'il y a de l'encre plein de trucs, et qu'avec votre main gauche, vous repassez sur l'encre, et qu'on vous arrache les pages de cahier, vous comprenez pourquoi, 50 ans plus tard, vous avez envie d'être pédopsychiatre, et que vous avez de l'empathie pour ces enfants différents. À l'époque, j'aurais certainement eu une AVS qui m'aurait beaucoup aidé. Je ne l'ai pas eu, je m'en suis sorti. Mais ça, c'est important à entendre aussi. Le fait de ne pas avoir eu d'AVS m'a obligé à compenser, à trouver des stratégies, à compenser par l'oral, par exemple. Et que finalement, on ne peut pas tout leur donner à ces enfants-là. On ne peut pas scier la branche sur laquelle on est en évitant tous les problèmes. Parce que si on enlève toutes les bosses pendant que l'enfant est en haut de la colline, il ne saura jamais ce qui est dans les bosses. Donc il faut aussi apprendre à lutter et à mettre en place des stratégies. Donc j'aurais eu une AVS il y a 50 ans, j'en ai pas eu. Peut-être que maintenant je pourrais avoir une auxiliaire de fin de vie, mais c'est... J'y ai droit, j'ai une dette. Je termine. C'est où qu'on postule? Je note, Sandrine. Regardez ce dessin, si vous ne l'avez pas déjà vu, comme il est excellent. Voilà l'école telle qu'elle était, quand tu parlais de justice et d'équité. Pour faire une sélection équitable, chacun doit être soumis au même examen, s'il vous plaît, grimper dans l'arbre. Et toi, le gros, le plus fort, là, tu vas commencer, tu devrais y arriver le premier. C'est terrible, c'est terrible, ça peut pas fonctionner comme ça. Et chacun n'est pas équipé pour monter dans l'arbre, et on ne peut pas avoir la même consigne pour tout le monde. Mais que dire, puisqu'il y a des gens de l'AMPEP ici, que dire aussi du singe qui, lui, va monter une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois pendant que les autres essayent de monter et qui, au bout d'un moment, en mode garçon, il va emmerder les autres, il va sortir le poisson du bocal, il va attaquer l'otarie, et en mode fille, il va s'ennuyer, il va s'endormir en haut de la branche, il va finir par tomber et se désintéresser totalement du fait de grimper dans les arbres. Donc l'égalité à l'école telle qu'elle était jusqu'à maintenant, c'était une injustice. Vous avez compris qu'on est un peu plus optimiste, je suis dyspraxique, je vous rappelle, un peu plus optimiste. Ce n'est pas une démo. Pourquoi optimiste? Nos deux structures jumelles, l'éducation nationale et la santé, qui auraient dû travailler ensemble depuis longtemps, ont été pendant très longtemps comme 2 paquebots qui se regardaient en chien de faïence. Tu es d'accord, Michel? Il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une dizaine d'années, on va dire. On était parallèlement, alors qu'on était là, les 2 socles de la République, on était toujours persécutés par l'autre. Et on pensait que les médecins n'avaient rien à dire aux enseignants et vice-versa. Ça a complètement changé depuis quelques années. Regardez ce qui s'est passé. Ça, c'est un petit gars de Haute-Savoie. Je faisais la journée 10. Je ne suis pas passé en Haute-Savoie mercredi, mais c'était la journée 10 à Annecy. Et il commence l'année très mal. Il est dysphasique. Il a 8,75 sur 20. Vous n'avez pas compris toutes les questions. Retravaillez-les. Elle ne savait pas qu'il était dysphasique. La médecin scolaire va à l'école, explique immédiatement les résultats. Regardez comme c'est simple de faire des aménagements, mais là, il me faut mes lunettes. C'est une épreuve d'histoire. Et regardez comme la prof lui a mis tout ce qu'il fallait. Le serment des fondateurs, lui, il avait sur sa feuille, un fondateur, c'est un créateur. Écrit sur une stèle, une pierre, où il y a une inscription. Quelle divinité? Un dieu ou une déesse? Elle lui explique tout. Et le dernier exercice, il est facultatif. Bilan des courses, ce gamin qui partait mal au niveau de l'année, mais vous voyez qu'en décembre, 14 sur 17 en dictée, je vous félicite, très peu d'erreurs, etc. Donc je suis très optimiste parce que ces aménagements pédagogiques, depuis qu'on les diffuse, je peux vous assurer que ça change totalement le regard sur l'enfant. Donc nos 2 structures jumelles, qui n'étaient pas tout à fait côte à côte, vous avez compris qu'elles sont en train de changer, que l'avenir de nos dyslexiques n'est plus le même,
Même si on a tendance à oublier que quand on est dyslexique, c'est pas qu'en français qu'on est gêné, et que quand il faut décrypter un problème de maths et qu'on perd beaucoup de minutes précieuses parce qu'on n'est pas certain d'avoir compris le sens, eh bien entendu, on n'est pas à égalité avec les autres. Donc se rappeler que les enfants dyslexiques en particulier, ils sont gênés dans d'autres matières. Le dyspraxique, je ne vous en parle même pas, il est paumé dans ses affaires. Regardez le bordel que j'ai mis en peu de temps sur mon bureau. Malheureusement, il est gêné dans toutes les tâches de la vie quotidienne. Merci mon auxiliaire de fin de vie qui se met au boulot. Il y a un petit bouquin qui est très bien. Naissance d'une vocation. Et encore à l'envers. Il y a un petit bouquin qui est très bien, qui s'appelle Encore à l'envers, où on raconte ça aux enfants. Et c'est une très bonne leçon pour les enfants dyspraxiques. Tu le connais, Sandrine? Alors, des convictions, vous avez compris qu'on en avait tous, mais vous en avez tous si vous êtes restés aujourd'hui jusqu'à maintenant, c'est qu'on les partage. Les convictions, c'est que ce cercle vicieux terrible des troubles d'apprentissage, il faudrait en sortir, éviter qu'un trouble neurologique, ce qu'on appelle l'effet domino, hein, c'est une psychologue scolaire qui a écrit un super bouquin, l'effet domino 10. L'effet domino 10 fait tomber, le domino 10 fait tomber le domino réussite scolaire qui fait tomber le domino, ambiance familiale qui fait tomber le domino, estime de soi. Il faut absolument sortir de cette spirale, de cet effet domino, pour éviter cette démotivation qui aggrave tout. Donc, petits arrangements avec les apprentissages, ma conclusion. Et puis, est-ce qu'on pourra éteindre la lumière totalement? Parce que j'ai un final un peu particulier. Petits arrangements avec les apprentissages, on demande une approche globale de l'enfant, une démarche diagnostique rigoureuse. C'est tout là. Il faut tout s'appuyer sur les boutons rouges avec ma main gauche. C'est reparti. Viens mon rien auxiliaire. faire tout seul. Bon, j'attends le signal. Restituer avant tout le désir d'apprendre. C'est ça qu'on attend pour ces enfants-là. Donc de l'optimisme, on en a, et on est un certain nombre à le partager. Il y a indiscutablement un vaisseau qui a fait route vers l'autre depuis quelque temps, et je pense que c'est l'Éducation nationale qui nous tend la main plus que jamais. Ça fait la 4e fois qu'on est invité. Moi, j'ai été invité par 3 rectorats cette semaine, par les recteurs pour aller parler dans différentes villes. Donc il y a vraiment un échange, un partage d'expériences. Et on a besoin du retour. On parle beaucoup avec Michel Petit, on a besoin du retour de l'Éducation nationale. Éviter qu'il y en ait un qui aille trop près des côtes quand même, mais on va se débrouiller. Hein. Et on pourrait dire un jour, ensemble, que les deux vaisseaux soient côte à côte. C'est notre rêve. Et que pour que tous les enfants s'épanouissent à l'école, yes we can. Alors, il pique tout à tout le monde. Hein. J'ai une dernière conclusion. Vous avez vu que j'avais des convictions et que je n'ai pas de certitude. Et que je vais terminer par une espèce de mea culpa, parce que les enfants que j'ai vus il y a 25 ans, 20 ans, 15 ans, je les ai vus grandir. Il y en a beaucoup, ils se reconnaissent ici, les Maxime, les Théo, les Guillaume, etc. Ils ont maintenant passé par des voies un peu alternatives, mais ils ont réussi. Ils ont passé par un bac professionnel, et puis un BTS international, et puis la plupart d'entre eux s'en sont sortis. Et je me rappelle à l'époque, j'avais tendance quand même à dire aux parents et aux mères en particulier, mais lâchez-le. Lâchez-le, le développement affectif et cognitif, on l'a vu ce matin, s'entrechoque tout le temps, vous en faites trop et vous l'étouffez. Et puis je me rends compte que finalement, tous ceux qui ont réussi maintenant et qui m'amènent leurs enfants, c'est parce qu'on les a accompagnés, parce que personne n'a jamais lâché, parce que quelqu'un était toujours là, à épuiser un peu les uns et les autres, à nous harceler de mails, à harceler la MDPH, à harceler l'école, mais qu'ils ont quand même réussi, je pense à cette personne en particulier. Donc accompagner l'enfant 10 à l'école jusqu'au bout, ça devient véritablement, et c'est là qu'il faut éteindre, l'accompagnement de ces enfants, et surtout quand il est réussi, il ressemble vraiment à ce type de, à ce type de parcours. Non, il ne ressemble pas à ça. Il ressemble à ça. 该起床喽，该上学了。 Ça commence dès le matin, hein, accompagner un enfant en difficulté scolaire. Comment? Impliqué. Que eu fazer café da manhã gostoso. Quel que soit le milieu social, ça commence par un bon petit déjeuner. Dans des transports en commun, l'amener chez l'orthophoniste, l'amener à l'école, l'amener personnellement, jamais lâcher. Refaire toujours et toujours les mêmes exercices et recommencer. Faire autre chose en même temps, parce que maman a autre chose à faire. D'accompagner, courir, refaire, refaire et refaire. Jamais lâcher prise, même s'ils sont crevés. Remettre dans le bon axe. Réparer quand c'est blessé. Ne jamais lâcher l'affaire. Recommencer jusqu'au jour où
jusqu'au jour où ça marche enfin. Les enfants, dans le secret de la consultation, ils vivent à qui ils le doivent à ce moment-là, même s'ils sont adolescents. Juste parce qu'on n'a pas lâché. Un parcours vraiment olympique. C'est certainement le métier le plus dur du monde. Merci de votre attention. Proud sponsor. Alors bravo à vous tous, parents, qui que vous soyez. Bravo à tous ces professionnels qui se sont succédés toute cette journée. Et puis peut-être un petit mot pour que nos jeunes ils se sentent mieux aussi. C'est pas ils sont dyslexiques ou dyspraxiques ou dyscalculiques ou aux troubles de l'attention. Ils sont d'abord Pierre, Paul, Jean-Jacques, Kevin, et ils ont effectivement une difficulté, un dysfonctionnement qui entrave parfois le parcours. Voilà. Bonne soirée à tous.